Quels résultats sortent de Twitter quand on tape dans son moteur de recherche le mot-clé low-tech? Ces derniers temps, pas mal de Shift Project, un peu de Low-Tech Lab et un tweet de Marc Meynaud, Tweetos Random, qui ironisait le 17 août dernier. Ah, ces techno-optimistes qui ont pensé successivement que l'arme nucléaire apporterait la paix, que le glyphosate permettrait de nourrir tout le monde et que les réseaux sociaux allaient installer la démocratie mondiale et connectée. De quoi renvoyer à un article paru sur Uzbek Erika le 3 juillet qui revient sur la nécessité de créer des communautés technocritiques capables d'apporter la contradiction dans nos sociétés, persuadées que la technologie est nécessairement synonyme de progrès. Et si, comme le souligne l'article, la technologie était passée à côté de ses promesses égalitaires et libératrices? Plutôt que de s'enfoncer toujours plus loin dans l'impasse des high-tech, pourquoi ne pas faire le choix d'être la première low-tech nation? C'est par cette question que Philippe Biwix commence son édito paru sur socialterre.fr le 21 mai dernier. Urgence écologique, faillite annoncée d'un système économique moribond, promesses technologiques non tenues. Comme l'écrit l'auteur du Bonheur était pour demain, les faits sont accablants et le temps donnera raison aux low-tech. Les low-tech n'annoncent pas et ne fantasment pas un retour au temps troglodytique. Elles sont bien plus que cela et doivent porter une dimension systémique et politique, et certainement morale, culturelle, voire philosophique. S'il ne s'agit pas de retourner au temps troglodytique, un petit coup d'œil dans le rétroviseur n'est peut-être pas superflu. Et, une fois n'est pas coutume, parlons dans cette revue de presse d'une précédente émission du Rendez-vous des Futurs, à l'occasion de laquelle nous recevions Cédric Carle, co-auteur du livre Rétrofutur et chercheur en paléo-énergétique. C'était le 7 mai dernier. Selon nous, voilà, le prix aussi du baril de pétrole a fait le yo-yo et a rendu un coup les énergies renouvelables rentables, un coup pas du tout. Et puis, on n'avait pas cette urgence climatique en fait qui est aujourd'hui. Voilà, quand vous inventiez une imprimante qui marche à l'énergie solaire en 1880, on disait c'est bien gentil mon petit bonhomme, mais où est l'urgence? Donc ils avaient beau dire oui, bientôt il n'y aura plus de charbon. Voilà, ils n'étaient pas forcément écoutés. Et puis c'est comme ça pour plein d'inventions à base d'hydrogène, de véhicules électriques, de choses qui étaient en avance sur leur temps finalement. Des solutions low-tech, il en existe déjà beaucoup, et certaines pourraient tout à fait s'inscrire dans notre quotidien. C'est en tout cas ce que vont expérimenter Pierre-Alain Lévesque et Clément Chabot, deux ingénieurs du Low-Tech Lab, dont l'aventure dans une tiny house autonome et 100% low-tech est à suivre sur ouidemain.fr. De la conservation des aliments à la gestion de l'eau, en passant par un biodigesteur et un vélo générateur, 12 low technologies sont à découvrir sous forme de feuilletons et de web-séries. Mais comment font-ils pour regarder Netflix dans leur tiny house low-tech? La réponse évidente serait qu'ils n'utilisent pas ce service et c'est une bonne chose si on en croit un article de Libération daté du 5 septembre. La journaliste revient sur le rapport émis au début de l'été par The Shift Project qui évalue que la vidéo en ligne a émis 306 millions de tonnes de CO2 en 2019, soit presque l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de l'Espagne en 2010. Dans le domaine du numérique, il devient de plus en plus évident que seule la low-tech, dans sa forme la plus créative et la plus ouverte, permet d'envisager un avenir numérique souhaitable. Ces mots de Pierre Bordage sont à lire dans un billet paru le 7 février 2019 sur le site greenIT.fr. Selon l'auteur, le numérique tel que nous le connaissons est amené à disparaître, et il est temps de s'interroger sur la low-tech comme outil de résilience pour l'humanité. La clé de notre avenir numérique se trouvera-t-elle donc dans le cyberminimalisme, concept défendu par Karine Mauvilly? Écologique, sociétal et politique, le cyberminimalisme enjoint entre autres à réduire sa dépendance aux objets connectés, principalement les smartphones, à cesser de produire des datas inutiles, raconter sa vie sur les réseaux, ou encore à recréer des espaces de liberté en combattant les monopoles des géants du web. GAFAM, Natou et autres BATX. Vaste programme à découvrir dans une interview du 23 février 2019 sur Uzbek Erika. Tu connais l'histoire du cyberminimaliste qui a plus de batterie? Non, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'en fout.